Le bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du BDS avec l'Olympique de Marseille qui a récupéré sa deuxième place ce week-end après la victoire face à Toulouse 3-2 et puis aussi un petit peu grâce au score des concurrents directs qui ont perdu tout simplement. Monaco, Nice, Lille, ça a fait un petit peu nos affaires. L'équipe du BDS est là en pleine forme. Bonsoir Steph Martin. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars, j'ai un peu de graminées, mais ça va, tout va bien. Du coup, est-ce que vous considérez, vous, que l'Olympique de Marseille est guéri et qu'on est passé de l'ombre à la lumière ? Non, tu es loin d'être guéri. Parce que sincèrement, certes, offensivement, on a su être décisif, et c'est ce qui est important. Le plus important, c'est toujours de marquer un but de plus que l'adversaire. Mais défensivement, je nous ai trouvé très, très fébriles. Et même au milieu, c'était pas ouf, hormis Rabiot qui a surnagé. Le reste, c'était moyen. On a vu des passes à 2 mètres ratées, des contrôles simples ratés, sur des remises en touche, on raté le ballon. Est-ce que c'était dû aussi à une certaine pression ? Certainement, que les joueurs, avec cette série de 4 matchs, 4 défaites en 5 matchs, donc retrouver le Vélodrome après la semaine un peu agitée qui s'était passée, il y avait peut-être un peu de ça, mais le plus important a été de se rassurer offensivement. Et maintenant, c'est clair qu'avec ce déplacement qui se prépare à Monaco, il va falloir remettre les idées et les têtes à l'endroit au niveau milieu et défensif. Tu sais quoi, Marco ? Tu es sorti de réanimation, tu as des soins intensifs. Voilà. Tu es loin d'être guéri. C'est drôle d'image. Voilà, tu es loin d'être Jacques guéri. Bail, le roi dans la métaphore. Mais pourquoi je te dis ça ? Parce que je pense qu'au niveau mental, c'est fragile. Il y a beaucoup de fragilité, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de nouveaux joueurs à l'Olympique de Marseille. Un entraîneur charismatique, un entraîneur avec un schéma de jeu atypique. Et tout ça, ça fait beaucoup de choses à ingurgiter pour les joueurs. Alors, il y a des joueurs qui l'ont assimilé un peu plus, d'autres un peu moins, d'autres qui ont un caractère qui n'arrive pas à s'entendre parce que, frérot, moi, ce que je veux vous dire, modestement, c'est qu'à ce niveau-là, les footballeurs, tu leur apprends pas à jouer au football. Hein. Non. Ils ont appris à jouer au football. Ils savent jouer. Pas de souci. Ce que tu dois faire, c'est gérer un groupe et arriver à trouver des automatismes et arriver à trouver le meilleur poste pour chacun. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas encore le cas. C'est vraiment effectivement la fébrilité de la défense qui a été pointée du doigt. Tous les supporters et les joueurs eux-mêmes ont souffert jusqu'au bout pour maintenir cette victoire. Les joueurs eux-mêmes doivent voir cette fébrilité et le fait qu'ils ne sont pas d'une sérénité totale, même s'il y a eu les 3 points de la victoire. Ben oui, on l'a répété à plusieurs reprises, et ce depuis le début de la saison, que sans un énorme Geronimo Rulli, certainement que tu ne serais pas deuxième aujourd'hui. Après, un gardien est là pour ça aussi, on est d'accord, mais il est trop sollicité. Et si encore tu me dis il est sollicité par le top 3, top 4 et face à des équipes 13e, 14e, 15e, il y a un tir dans le match et le reste tu les étouffes, mais c'est pas le cas. Même face à des équipes de la seconde partie de tableau, ils arrivent à tirer 3, 4, 5 fois au but. Et c'est ça qui est anormal. Donc est-ce que c'est un équilibre aussi de groupe ? Parce qu'on le sait, et on est entièrement d'accord que les premiers défenseurs sont les attaquants, mais comme on en a parlé à plusieurs reprises, tes offensifs font juste le premier rideau. Ils vont pas se faire des courses de 30 mètres, sinon ils sont cramés. Donc après, pour moi, oui, le système de De Zerbi est très très bon, mais pas avec les joueurs que tu as actuellement défensivement. Et tu sais, Marco, c'est que quand tu as commencé la saison, tu avais... Parce que c'est pour ça que des fois, je ne peux pas me vouloir en direction. Tu prends Lilian Brassier, côté gauche. Tu doubles le poste avec Cornelius. Côté droit, tu as Leonardo Balerdi, doublé avec Mbemba. Côté droit, Murillo, Lirola. Côté gauche... Mbemba, tu savais dès le départ que tu n'allais pas trop compter sur lui. Tu ne savais pas que ça allait être la guerre comme ça. Ah ouais. D'accord ? Donc, tu continues. Quentin Merlin et Ulysse Garcia. Il arrive le problème Brassier. Parce que c'est un drôle de problème, hein, les gars. C'est un fiasco total. Oui. Avec ce qu'il avait fait la saison d'avant, jamais tu pensais qu'il soit aussi, excusez-moi l'expression, aussi mauvais. Tu es obligé de t'en débarrasser. C'est incroyable. Derrière, ça suit l'histoire Mbemba, où ça devient, il y a des problèmes, puis du coup, ça devient catastrophique. Ça, il n'y a plus de possibilité de. Ouais, mais il y a des supporters qui vont te dire, oui, et Brassier, effectivement, ça a été un fiasco total. Mais comme c'est un fiasco total, pourquoi dans le même temps, tu te sépares d'un garçon comme Babo Meïté ? Eh oui. Mais Babo Meïté, les gars, il s'ensuit. Regardez, il est à Montpellier. Et si vous regardez ce qu'il fait à Montpellier,
c'est catastrophique. Ouais, c'est l'équipe qui est catastrophique. Voilà. Non, mais lui, en plus, il est catastrophique. Quand Montpellier le reprend, Barbon Maïté, c'est pour pouvoir apporter un plus. C'est un moins. Déjà que la défense montpelliéraine est catastrophique, je le regarde tout le temps, moi, Montpellier. Tous les matchs. Barbon Maïté, il n'a pas fait un bon match. Donc, il y a aussi ça. Et ensuite, tu as Balerdi qui se blesse. Tu as eu Balerdi qui a eu beaucoup de suspensions. Voilà ta défense. Malheureusement, la défense que tu avais un défenseur central de métier. Il s'appelle Cornelius. Kondogbia n'est pas un défenseur central de métier. Murillo n'est pas un défenseur central de métier. Donc les gars, à un moment donné, voilà où on en est. On a beaucoup parlé de deux garçons qui ont été déterminants dimanche face à Toulouse, Adrien Rabiot et Mason Greenwood. C'est le genre de joueur qu'on veut absolument avoir dans une équipe pour sublimer l'effectif marseillais cette année. Il y a d'autres absences quand même qui sont préjudiciables en même temps. Højbjerg, Léo Balerdi, Amine Gouiri. Là aussi, c'est pas des absences qui sont faciles à compenser. Hein. Non, qui sont pas faciles à compenser, mais voilà, avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, même avec le 11 que tu avais, tu es censé être supérieur à cette équipe-là. Voilà, comme quand tu joues contre Auxerre et que tu prends 6 buts en 2 matchs, quand tu fais des matchs nuls face à Reims, ou quand tu vas perdre à Reims 3-1, c'est anormal avec le groupe que tu as, même si tu as 2 ou 3, même si ça fait partie de tes meilleurs joueurs qui sont pas là parce qu'ils sont soit suspendus, soit blessés, avec l'effectif que tu es censé être supérieur à ces équipes-là. Là où on pointait du doigt, c'est au niveau de l'intensité et de l'impact qu'on ne mettait pas. Il y a un petit peu plus de mieux. Mais maintenant, tu sens qu'il y a cette fragilité-là. Et je pense, je te rejoins un peu de pression, un peu peut-être, je sais pas si on peut dire de la peur, mais tu vois que ça cogite dans les têtes. Tu vois vraiment que ça cogite dans les têtes. Et j'espère que cette victoire va remettre tout le monde d'aplomb, parce qu'il y a 6 matchs à jouer, c'est 6 finales. Hein. Non, parce que, Marco, je rajouterai aussi, tout le monde pointe du doigt la défense à juste titre. Juste titre. Par contre, on a eu un garçon qui n'a pas été bon du tout, encore une fois, c'est Benasser. Ismaël Benasser, il a vraiment du mal à revenir. C'est moyen. Tu rajoutes à ça Luis Enrique, qui n'est plus du tout le même joueur qu'il était auparavant. Tu m'as flingué l'émission, Jacques. Ouais, mais c'est pas grave, on en reviendra. Je crois que tu avais fait une passe D, moi. Oh là là. Ensuite, comment c'est possible? C'est lui qui fait l'ordre du jour maintenant. On va rajouter Neil Mopé, qui lui aussi est déjà pesqué, lui. Donc, tu vois, en tout cas, ça prouve qu'il n'y a rien de préparé. C'est du freestyle. C'est du freestyle. Neil Mopé, c'est aussi un garçon en grande difficulté. Donc voilà, on a pointé mais il y a quand même d'autres joueurs qui sont pas à l'aise. Alors pour rester effectivement prématurément sur cette thématique, Benasser, vous considérez que c'est plus un problème de préparation? Comme dit Jacques, sa fameuse phrase, il n'est pas devenu pas bon d'un jour à l'autre. Est-ce que c'est un problème de préparation? On rappelle qu'il est arrivé au mercato d'hiver après une séquence de blessures. Ça peut jouer aussi. Regarde Murillo, le match catastrophique qu'il a fait, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et il revient de quoi? Il revient d'une longue période d'absence. Donc ça doit jouer, Jacques il le sait mieux que moi, ça doit jouer, notamment aussi dans la tête, le temps de retrouver le rythme. Tu arrives dans une nouvelle équipe. Certes, après, avec le statut qu'il a, tu te dis normalement, il doit performer de suite. Ouais. Allez, dans les 2-3 premiers matchs, et après, là, la machine, elle doit aller de l'avant. Problématique, c'est que l'équipe entière sous-performe depuis 5-6 matchs. Donc, c'est dur de sortir, hormis Rabiot et Gouiri. Et tu peux rarement mettre sur les 6-7 derniers matchs un mec qui dépasse vraiment la moyenne. Hein. Donc, c'est un peu compliqué. Après, est-ce qu'on attend plus de ce joueur-là? Bien sûr. Tu vois qu'il cherche à se remettre en confiance parce qu'il joue énormément latéralement. Et derrière, il prend rarement de risques par des passes qui peuvent casser des lignes ou se projeter vers l'avant. Ça, il le fait pas. Et donc, du coup, toi, l'explication rationnelle du fait que Benasser, il n'est pas à la hauteur de son CV, notamment, qu'est-ce que... Pourquoi, pour toi, c'est quoi l'explication? J'en ai pas l'explication, parce que on sait tous que c'est un bon joueur. Et donc, le voir aussi moyen, c'est surprenant. C'est pas inquiétant. Hein, ne confondons pas, c'est surprenant. Parce que je sais que c'est un garçon capable de pouvoir accélérer, de pouvoir éliminer en 1 contre 1, il en est capable, il sait dribbler. Là, il n'arrive pas à dribbler. Et régulièrement, quand il a le ballon, il s'attache vite à mettre une passe ou à droite ou à gauche, mais surtout pas de l'avant, parce qu'il va prendre des risques, parce qu'il n'arrive pas à se sublimer. Mais jusqu'à quand? Moi, la question que je pose, les gars, est-ce qu'on va l'avoir contre Monaco? Parce que là, si... alors, on me dit, ouais, mais Højbjerg sera en défense centrale. Mais si Højbjerg récupère sa place, on va sortir Rongier, on va laisser Benasser. Parce que moi, à Monaco, si j'ai Rongier Højbjerg, je préfère que Højbjerg Benasser. Hein.
Luis Enrique, irrésistible au cours de la première partie de la saison, nettement moins décisif depuis quelques semaines. Là aussi, question, qu'est-ce qui s'est passé? Nettement moins décisif depuis qu'on entend qu'il y a des discussions avec certains clubs. Et je l'avais dit. Toi, tu fais bien sûr. un raccourci avec ça? Mais pour moi, bien sûr que ça joue dans la tête du joueur. Si déjà il y a des pourparlers et qu'il est pratiquement parti à 90%, ça peut jouer contre lui. Et à la moindre contre-performance, on va tous pointer du doigt d'eux, et il est en train de discuter avec l'Inter ou le Bayern. Et c'est pour ça que moi je disais, c'est pas le jeu de l'entourage du joueur de lui faire du bien, de que ça sorte, et même Mehdi, parce qu'apparemment il a vu compagnie à Milan la semaine dernière, que ça sorte officiellement. Qu'il y ait des discussions, il n'y a pas de souci, mais ça doit rester en off, et tu commences à en parler à 2-3 journées de la fin, quand tes objectifs sont atteints, là il n'y a aucun souci. Le faire sortir là, alors qu'on est dans une période très très compliquée, je trouve que c'est pas judicieux. Alors, le faire ressortir, Marco, ça, malheureusement, moi, j'ai été là-dedans pendant de nombreuses années. Je pense pas que Mehdi avait forcément envie que ça sorte. Sauf que le collègue, il connaît le collègue, l'autre, il connaît l'autre. Il y a beaucoup de trucs qui sortent quand même. Oui, mais les gars, c'est comme ça. Le mec, il est à Milan, il a vu passer Benatia, il a fait ci, il paraît qu'il est venu pour Luis Enrique. Ce qui se fait ici, ça se fait partout. Maintenant, avec les téléphones, avec les mails, tout se passe en une demi-seconde. Avant, le gars, il se prenait un rendez-vous dans un restaurant, il n'y a personne qui le savait. Non, mais c'est vrai, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Là, maintenant, tu fais quelque chose, tout est filmé, donc, pour passer inaperçu, c'est pas difficile. Facile, pardon. Par contre, il est obligé de commencer à préparer la saison prochaine. Parce que financièrement, si tu as une offre de 35 millions d'euros sur Luis Enrique, c'est une plus-value importante. C'est un retour sur investissement important. Tu l'as payé pas cher et tu le revends très cher. Donc, à un moment donné, Marco, il va te dire, ouais, si on peut faire un bon coup, les gars, ça m'arrangerait, tu vois, de temps en temps. Oui, mais après, il y a des messages à faire passer aux joueurs en disant Blond. Si à un moment donné. C'est le cas de le dire, Blond. Il est blond. Et je suis content que tu me le dises, ça. Il s'est fait blond. Non, mais les gars, tu veux qu'effectivement le tarif il soit autour de 35, il y a encore un petit mois de saison. Alors, la parenthèse sur le Blond. Alessandrini, à l'époque, Blond. Pourquoi je le lance sur Non, mais Alessandrini, Blond, catastrophique. Jacques le coiffeur. Quentin Merlin, Blond, catastrophique. Luis Enrique, Blond, catastrophique. C'est teinture. Je sais pas. C'est un problème de teinture. Ça va dans le sang. Je me suis dit, on va pas le dire. C'est pas possible. Elle attaque les neurones. Tant que ça joue un tour. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'il a beaucoup moins d'effets. Il est beaucoup moins important. Avant, il était indispensable et maintenant, il est devenu quelconque. Donc, après, il faut pas être méchant aussi. Dans une saison, il y a des hauts, il y a des bas. Il a été très haut. Moi, j'ai pas envie de le massacrer. Il est pas très bas non plus. Non, il est pas très bas. Il est moins bien. Voilà. Mais ne soyons pas méchants. Voilà, il est moins bien et à lui de revenir. Il lui reste encore des matchs pour pouvoir se faire voir. On est d'accord que ça peut jouer dans sa tête aussi. De quoi? Le fait de ces discussions, de se dire, il y a le Bayern, il y a l'Inter, mais ça peut. Oui, mais c'est aussi le rôle des agents. Parce que lui, peut-être qu'il a demandé à se préparer pour la saison prochaine et ça ne peut pas le laisser insensible. Tu ne peux pas rester comme ça, dire à ton agent de travail et s'il aime beaucoup, tu dis, non, j'ai rien, t'inquiète pas, j'ai Pertu et Barbantane pour toi. Non, qui te le disent, mais que lui, il faut qu'il reste focus. Et là, on a l'impression qu'il n'est pas tout à fait focus. Ouais, mais si on te dit, il y a 800 000 euros par mois la saison prochaine, tu vois, en focus. Mais là, pour l'instant, ça, c'est grâce à la saison qu'il fait à l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'un match comme celui de Toulouse, ça suffira à Monaco? Ça, on ne peut pas savoir. Des fois, sur ce genre de match-là, où c'est le deuxième face au troisième, souvent, ça se joue sur des détails. Et des fois, ça va dans ton sens, et des fois, ça va contre. Donc, on ne sait jamais. En tout cas, ce que je veux voir, c'est une équipe conquérante, une équipe qui va de l'avant, une équipe qui montre pas qu'elle est fébrile et qu'elle ait peur, et de tout donner. Voilà. Et si tu mets tous ces ingrédients-là, et bien entendu, primordialement, une efficacité aussi défensive. Primordialement. Celui-là. Voilà. Je l'ai rarement entendu, mais je vais le noter. Parce une efficacité. Non, mais déjà au Scrabble, c'est une boucherie ce mot, je te le dis. Une efficacité défensive. Ça y est, dans le petit Robert, là. Primordialement, Jaco. Dans un premier temps. Quand on voit Roberto De Zerbi rester contre vents et marées sur ses idées, de pas vouloir cette fameuse défense à 4 que tu espères de tes voeux depuis la nuit des temps. Est-ce que justement sur des matchs
comme Monaco, où tu vas... C'est un auditeur d'ailleurs qui nous le disait dans le débrief, qui nous disait avec des flèches comme Ben Seguir, comme c'est moi. Agliouche. C'est moi qui te l'ai dit. Ouais. Il a oublié. C'est toi qui le disais? Je croyais que c'était un auditeur. On ne reconnaît même plus. Est-ce qu'à un moment donné, tu risques d'être pas plus en difficulté que face à Babika qui t'a fait déjà la misère ce week-end? Bien sûr, les gars. En plus d'être rapide, ils sont techniques. Donc la défense que tu avais cette semaine contre Toulouse, la semaine dépassée, pardon, tu vas prendre feu, tu vas prendre l'eau, tu vas tout prendre. Donc tu vas obligatoirement... Attention, par contre eux aussi, ils ont une très mauvaise défense. Oui. Hein. Nous, on n'est pas le seul dans ce cas-là. Donc quand tu posais la question tout à l'heure à Sèvres, est-ce que ça va suffire contre Toulouse? Ce ne sera pas du tout le même match, parce que déjà les Monégasques n'auront pas les mêmes intentions que Toulouse, et ils ont aussi une défense catastrophique, avec un goal en difficulté. Donc, je veux dire, finalement, on est un petit peu comme... aussi, ils ont eu un passage à vide. Mais c'est vrai que cette défense à 4, pour moi, elle est indispensable. Oui. Là, s'ils ne se rendent pas compte de ça, ça va être dur, les gars. Là, tu as 2 flèches, tu as 2 bombes atomiques. Et dans l'axe, n'en parlons pas. Birette, il est phénoménal. Le gars qui est arrivé, là, il enfile les buts comme les perles. Donc, attention. Steph, toi, tu es plutôt de l'avis de Jacques. Karim n'y croit pas du tout. Hein, oui, parce qu'il dit qu'il ne changera pas et qu'il va rester sur ses idées. Mais après, si tu gagnes, on dira, on criera au génie. Mais je pense que si tu repars avec une défense à 3 et avec un jeu où tu sais que tu vas être amené à être porté vers l'avant, et les adversaires, ils l'ont compris, hein, ils t'attendent un peu, ou alors dès qu'ils récupèrent le ballon, ça va très, 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 très vite en transition. Et cette équipe-là, notamment, elle va à 3000. À côté de la satisfaction d'avoir récupéré 3 points, on a vu effectivement les difficultés des concurrents directs. C'était notre cas quelques semaines auparavant, ça a été le cas pour Monaco, Nice et Lille ce week-end. On se rend compte que tout le monde peut être dans le dur à chaque week-end, et ça va être comme ça pour tout le monde jusqu'au bout. Oui, pour tout le monde. Après, il y a des confrontations directes, donc qui seront aussi importantes. On rappelle que Nice va à Strasbourg qui est pas mal, Lyon qui revient bien aussi. Donc, auparavant, tu étais 4 pour 2 places. Maintenant, tu es 5 voire 6 pour 2 places. Parce que la victoire à 3 points, on ne s'imagine pas, mais tu peux être vite en difficulté. Donc, pour l'instant, on a pris de l'avance. Et c'est tant mieux. Mais voilà, les périodes, elles sont difficiles pour tout le monde. Nous, on est focus sur l'OM parce que c'est notre ville et c'est notre club. Et en plus, comme on est un peu à Marseille exagérateur, exubérant, et que tout va bien et puis tout va mal, c'est comme ça. On ne nous changera pas, on est comme ça. Mais il faut regarder ce qui se passe aussi quand tu regardes Nice. Nice perdu contre Nantes à la maison, c'était loin d'être évident. L'OM est toujours dans les temps de passage, 2e, on a repris cette fameuse 2e place, 2 points d'avance sur Monaco. Malgré ça, il faudra une mentalité de guerrier jusqu'au bout et pas se sentir guéri, comme je vous ai posé la question en début. Quoi. Je pense que lors de l'analyse vidéo, je ne sais pas s'ils ont dû la faire certainement le lendemain ou le surlendemain, je pense que quand tu vas regarder les occasions des Toulousains, je ne pense pas que l'équipe va se dire on a été costaud quand même sur les phases défensives. Je ne pense pas. Donc au contraire, il y a encore des choses à travailler, et tant mieux, tu vas me dire, cette équipe elle peut encore progresser, mais je me répète, si tu n'as pas cet objectif et cet état d'esprit de guerrier, et pas que samedi face à Monaco, c'est face à toutes les équipes, parce que les équipes du bas de tableau, ils vont pas te faire de cadeaux, ils jouent leur survie, donc là tous les matchs vont être importants, et si tu fais pas le nécessaire par des redoublements d'efforts, par des dépassements de fonction, tout ça, tu risques de le payer cher. Est-ce que la semaine de crise est désormais à classer au chapitre des mauvais souvenirs, ou est-ce que n'importe quel mauvais résultat d'un week-end à l'autre peut relancer les vibrations négatives? Ben écoute, je sais pas, on le verra ça, mais tu sais, moi je compare ça aussi à la vie d'un couple. Il y a aussi de temps en temps, tu te chopes avec ta compagne, avec ta femme, c'est pas pour ça que tu vas divorcer. Il y a aussi des fois des mises au point. Il y a des trucs que tu avais envie de lui dire. Ce jour-là, ça sort un peu plus fort, mais c'est dit.
et tu lui as dit tout ce que tu avais sur le cœur, et elle aussi, et peut-être que avec ça, tu avances plus que ce que tu croyais. Et peut-être que c'est le cas là aussi, Marco. Il y avait peut-être des choses qui étaient sur le cœur de certains, et après, encore une fois, il faut se dire une chose, tous les joueurs ne vont pas partir en vacances ensemble. Ça n'existe nulle part. Les gens, ils pensent que tout le monde, ils vont partir, bon, allez, où tu vas, toi? Allez, ils sont 20, on va partir ensemble même au travail, en vacances à Dubaï, on va au restaurant avec ta femme, ma femme, ne vous inquiétez pas, tous ensemble, la colonie de vacances, ça n'existe nulle part. Donc, il faut aussi, ce qui se passe chez nous, ça se passe ailleurs. Ça se passe dans tous les clubs. Sauf qu'ici, ça prend plus d'ampleur. Tu parlais de stress tout à l'heure pour ce match face à Toulouse au Vélodrome. Est-ce que après cette victoire est loin de nos bases, dans un stade où il y a très souvent des supporters marseillais, la pression peut être un peu moins forte et est-ce que les joueurs marseillais finalement ne peuvent pas jouer un peu plus libérés? Mais après, quand je parle de stress, c'est pas je parle pas de peur. Je non, pense pas qu'ils aient eu peur du Vélodrome. Il y a plusieurs enjeux. Il y avait l'enjeu de retrouver le Vélodrome après une série négative, après une semaine de merde. Ouais, mais tu l'as vu, le stade a poussé même dès l'échauffement. Donc, quand tu entends ça, tu peux pas avoir peur quand tu es sur la pelouse, ou alors je comprends plus rien. Et je pense que c'est le choix aussi de la direction d'axer aussi sur le tempérament des joueurs qui doivent venir chez nous. Il faut que ce soit des joueurs qui acceptent la pression, qui acceptent les ambitions de haut standing, donc de répéter les efforts semaine après semaine pour aller accrocher tes objectifs de début de saison. Après, aller à Monaco, bien sûr que de toute façon, dans tous les stades de France, mais notamment, c'est vrai, très souvent celui-là, tu entends pratiquement le 3/4, c'est des supporters de l'OM et ça a été même le public à domicile. Donc, oui, c'est à côté. Oui, il va y avoir beaucoup de Marseillais, mais comme on le dit souvent, le 12e homme aide. Mais c'est pas lui qui, s'il est à 3 mètres de la cage et il tire au poteau de corner, tu auras beau encourager tout ce que tu veux, s'il a les pieds carrés, il a les pieds carrés, le mec. Il n'est pas recevable, celui-là, d'argument de se dire, bon, on va jouer contre le 3e, c'est un match à l'extérieur. Il y a moins de pression finalement qu'au Vélodrome. Si tu réalises un bon coup, franchement, tu fais un bon mètre vers les objectifs. Oui, quoi. Ça peut se tenir. Bien sûr, ça peut se tenir. La pression, elle est moins importante qu'au Vélodrome, bien sûr. Tu es à l'extérieur et tu peux te dire, écoutez les gars, on peut revenir avec un exploit. À nous de le réaliser. On a la possibilité, on a les capacités. On sera poussé par beaucoup de nos supporters qui seront présents. Une équipe monégasque qui, quelque part, elle aussi aura quand même une certaine pression, malgré tout, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de revenir. Donc voilà, tout le monde aura la pression. Dans les derniers, comme ça, dans les derniers moments, tout le monde a envie de prendre cette deuxième place. Mais voilà, aujourd'hui, le favori, c'est Marseille, parce qu'ils sont second, l'OM, mais derrière, Monaco n'est pas loin, à eux de faire aussi un grand match. On les attend aussi, les supporters les attendent. Allez, barre des supporters un petit peu spécial, demain, mercredi, avec comme invité exceptionnel, Matt Pokora, il sera avec nous tout à l'heure du côté de l'hôtel Villa Massalia à Marseille, enregistrement spécial du BDS ce soir dans les conditions du direct, au milieu d'un public 250 personnes. Pas de pression. Avec monsieur Jacques Bail, monsieur Steph Martins. Pas de pression. C'est Laurent Courreau qui présentera le BDS ce soir. On rappelle que Laurent, c'est aussi l'un des speakers de l'Orange Vélodrome, donc invité spécial Matt Pokora. Normalement, on va se régaler. Le garçon est adorable. C'est un fan inconditionnel de l'OM, donc ça devrait être une très jolie soirée. Merci les gars, c'est tout pour ce soir. Merci mon Steph. Toujours un plaisir les amis. Merci Jaco. Merci les gars. À demain 18h avec un spécial Matt Pokora.